Lundi 2 novembre 2020, la Belgique ferme ses commerces non essentiels. Le 30 novembre, le ministre de la Santé déclare pourtant que faire du shopping ne présente pas de risque particulier. Winkelen is eigenlijk geen groot risico als dat gebeurt op een heel goed gecontroleerde manier. Het is geen Waarom is het fanshoppen, al een tijd geleden gesloten eigenlijk? Omdat je op een bepaald moment eigenlijk een beetje een schokbeslissing moet nemen. Je moet echt een schokeffect krijgen. En daar hoort bij dat je zegt, niet-essentiële winkels ook onmiddellijk dicht. Het was meer psychologisch eigenlijk dan een reële nood. Of een reëel veiligheidsgevaar. Nee, ik denk dat dat echt een goede beslissing was. Op een bepaald moment moet je eigenlijk zeggen, de blok erop. Si je comprends bien, un ministre belge, et a fortiori un ministre de la Santé, avoue qu'il va priver d'autorité les petits commerçants de leurs revenus, et donc qu'il va les ruiner, non pas qu'il soit responsable d'un problème sanitaire, mais parce qu'il faut bien donner un électrochoc à ceux qui, dans la population, ne respectent pas les gestes barrières. C'est comme si un juge d'instruction vous disait « Cher monsieur, je vous mets en prison, non pas que vous ayez commis un délit, mais parce qu'il faut bien donner un électrochoc aux délinquants. » J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Le port du masque, notamment lorsqu'il y a une concentration de personnes, si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Le masque partout, tout le temps, à Paris, en petite couronne, obligatoire à partir de 8 heures. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire qu'il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur puisqu'on porte un masque et on se contamine les mains. Nous n'aurons nul besoin d'études randomisées en double aveugle, ni même de méta-analyse pour nous rendre compte que l'hydroxychloroquine n'aura aucun effet pour traiter l'épidémie de schizophrénie qui touche la classe politique actuelle. Nous pourrions tenter de comprendre ce phénomène à la lueur des conflits d'intérêts, car tous ceux qui gèrent cette crise, qu'ils soient médecins ou qu'ils soient politiciens, ont un intérêt dans cette pandémie. Les experts parce qu'elle sert bien les intérêts des groupes qui les soutiennent financièrement, et les hommes politiques parce qu'elle résout pas mal de problèmes intérieurs. Les gilets jaunes, les instabilités gouvernementales et les défis finalement majeurs des pensions et des dettes publiques dans l'avenir. Quel hasard! Donc c'est ce qu'on appelle les portes tournantes, hein. On va du privé au public, du public au privé, et les portes dans votre cabinet, elles tournent dans les deux sens, parce qu'on a aussi un autre cas, qui est celui de Hélène Van Aren, qui a une fonction clé dans votre cabinet. Une fonction clé parce que quand la Sécu refuse de rembourser un médicament, eh ben c'est elle, au sein de votre cabinet, qui négocie avec les firmes pharmaceutiques pour dire, ben voilà, on va quand même rembourser, lors de négociations secrètes, on va quand même rembourser le médicament. Et par exemple, hein, il y a un médicament contre l'hépatite C, vous avez votre cabinet, donc vous finalement, vous avez accordé le remboursement. Il coûte 25 000 € par malade en Belgique, suite à votre visa. Et en Inde, il coûte 300 € par malade. 25 000 €, 300 €. Cette même personne de votre cabinet a aussi négocié pour le Revlimid, un médicament de la multinationale américaine Celgene, qui a été poursuivi aux États-Unis pour des fraudes sur les prix, et notamment pour ce même médicament Revlimid qu'elle a négocié. Et puis qu'est-ce qu'on apprend il y a quelques mois? Elle a quitté votre cabinet pour rejoindre une multinationale du médicament, laquelle, ben justement, Celgene, avec laquelle elle avait négocié ses prix. En excuseer mij, ik sta garant voor de kwaliteit van mijn medewerkers. Ik ga geen melkboerin gaan aannemen om mijn farmaceutisch beleid uit te tekenen. Dank u wel. Incroyable, Madame la Ministre. Vous justifiez le conflit d'intérêts. Vous faites un plaidoyer pour les firmes pharmaceutiques. Alexandre Pénas est un journaliste qui a les mains libres. Il travaille pour le journal Kéros et il a posé la question des conflits d'intérêts à Madame Wilmès. Écoutez-le et écoutez sa réponse. Monsieur Philippe Debacker a travaillé de 2009 à 2011 chez Vesalius Biocapital et vous le choisissez comme responsable de la task force en charge de la recherche de matériaux indispensables pour lutter contre le coronavirus. Alors, Vesalius, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans les soins de santé au Luxembourg.
Alors, on peut aussi parler de Bart Vermeulen, responsable politique pharmaceutique au cabinet de Maggie de Bloch. Monsieur, je n'ai pas l'intention de vous interrompre, mais si vous avez l'intention de donner les CV de l'entièreté des gens qui travaillent et qui, comme n'importe qui d'autre, il y a plus de 10 millions de Belges qui aimeraient bien savoir, qui prend des décisions pour nous. Je vous encourage à terminer votre question et j'y répondrai. Il était chef économiste chez Pharma.be. Et puis parlons aussi de Mark Van Rans, qui était au Comité Influenceur en 2009 et qui avait été payé par la multinationale GSK. Donc ma question est, par rapport aux décisions que vous prenez maintenant, quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ce genre de décisions quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finale? Voilà, je crois que 10 millions de Belges aimeraient bien avoir une réponse à cette question et que la question aussi à se poser, c'est pas comment vos services de presse ont réussi à faire entrer un journaliste qui pose des vraies questions, mais pourquoi ces questions ne sont pas débattues démocratiquement. Merci. Peut-être une réponse introductive. Vous venez d'introduire dans cette salle de presse la question biaisée politiquement, ce qui en général n'est pas l'habitude des journalistes. Soit. Je rappellerai quand même que les gens sont libres de travailler, les gens sont libres de changer de carrière, les gens sont libres de décider de s'engager pour le bien commun, peu importe ce qu'ils ont fait avant, et je peux vous garantir que ce n'est pas la société pour laquelle vous travaillez qui définit l'homme ou la femme que vous êtes. C'est en tout cas la liberté fondamentale dans laquelle on croit encore dans ce pays, bien heureusement. Je rappellerai dès lors, pour sortir de la polémique, le processus décisionnel dans lequel nous sommes inscrits, à savoir des groupes d'experts qui, de par leur connaissance, de par leur expérience, de par leur volonté aussi de se consacrer en dehors de leurs heures de travail, sans compensation, de nouveau pour le bien commun. Ils travaillent jour et nuit pour nous apporter des conseils. Derrière cela, la décision politique, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle revient aux politiques. Voici une bien curieuse façon pour le Premier ministre belge de se débarrasser des grands principes du droit et de déontologie. Voici ce que dit l'article 36 du Code belge de déontologie médicale. Le médecin déclare de manière spontanée et transparente ses liens d'intérêt susceptibles de générer un doute quant à son indépendance. Cette déclaration doit être faite à toute occasion, même lors d'un simple avis donné dans une conférence internationale ou nationale. Et puis parlons aussi de Mark Van Rans, qui était au Comité Influenceur en 2009 et qui avait été payé par la multinationale GSK. La question des conflits d'intérêts est une question fondamentale de déontologie. J'ai donc saisi mon ordre provincial afin de lui poser la question de la légitimité des conseillers qui siègent au niveau des différentes instances gouvernementales. La réponse est celle-ci. C'est au Conseil national et non aux conseils provinciaux qu'il appartient légalement de se prononcer sur des questions d'intérêt général, sur des problèmes de principe. Votre conseil provincial ne peut donner suite à votre courrier qu'avec la plus extrême réserve qui s'impose en l'occurrence. En conséquence, et c'est ainsi que la lettre se termine, s'il vous est loisible d'échanger vos idées dans d'autres cercles, avec vos pairs qui le souhaitent, en aucun cas le conseil provincial du Hainaut ne peut, sans sortir de son rôle, les cautionner, ni même en débattre avec vous. Sur ce point, l'ordre semble méconnaître l'arrêté royal numéro 79 du 10 novembre 67 relatif à l'ordre des médecins qui stipule en son article 6 au paragraphe 3 que les attributions des conseils provinciaux sont de donner aux membres de l'ordre d'initiative ou à leur demande des avis sur des questions de déontologie médicale. Cette crise est donc, on le voit bien, pilotée par des conflits d'intérêts. Et c'est M. Van Ranst qui occupe en Belgique et depuis le début une position très influente au sein des commissions gouvernementales qui nous explique comment un expert peut influencer les décisions politiques dans le sens de l'intérêt des grands labos pharmaceutiques. Le 22 janvier 2019, c'est-à-dire bien avant les débuts de l'épidémie de coronavirus en Chine,
Mark Van Ranst, à l'occasion du 100e anniversaire de la pandémie de 1918, donne une conférence à la Chatham House de Londres. Lors de cette intervention, M. Van Ranst a déclaré ses conflits d'intérêts. Bien sûr, ils n'ont choqué personne puisqu'il parlait pour l'ESUI et ses membres qui partagent très exactement les mêmes conflits que lui. De plus, il s'exprimait sous les règles de Chatham House. À cette occasion, M. Van Ranst va expliquer à son auditoire comment vendre un vaccin au peuple, c'est-à-dire comment il a convaincu en 2009 la population belge d'accepter le vaccin contre la grippe H1N1. On April 24, 2009, that was when WHO said, okay, there will be a pandemic, and that's when the thing started. And then you have one opportunity to do it right. I mean, day one is so important. In day one, you start your communication with the press, with the people, and you have to do it right. I mean, you have to go for one voice, one message. Easier. You have to be omnipresent that first day or the first days so that you attract the media attention. You make an agreement with them that you will tell them all, and if they call, you will pick up the phone. When you do that, then you can profit from these early days to get complete carpet coverage of the field, and they're not going to search for alternative voices there. And if you do that, that makes things a lot easier. Monsieur Van Ranst vous explique ici comment faire pour occuper une place d'influenceur au niveau des médias et surtout comment occuper une place monopolistique. And then you convey the message, and you can do that, if you do it that way, that our country is ready for a pandemic. That is a gross overestimation for sure, but it is crucial to go into that pandemic. First of all, what's in the name? If you talk about the pandemic, it's quite important. People were talking about the swine flu, the pandemic H1N1, 09 virus, novel influenza, 2009 H1N1 flu. At some point it was called the North American influenza, the novel flu virus. That was way too difficult, so we called it the Mexican flu. Yeah? That got me into huge trouble with the ambassador of Mexico at that time, and she was furious. Afterwards, we became good friends. I still get invited to their New Year's reception every year. But people were making fun of it, and okay, that's probably unavoidable. But the fact to have a clear and recognizable name, which was easy for the lay public to understand and use, was actually quite important. Monsieur Van Ranst vous explique ensuite que sans un nom porteur pour le virus, il sera difficile de toucher le public. En réalité, M. Van Ranst se comporte à l'égard d'un virus mortel comme le font les publicistes à l'égard d'une marque de chocolat. The press. So I said, okay, Belgium, small country, we will also have H1N1 cases. Yeah? When you bring that, it is front page news. When then, a couple of days later, the first H1N1 case arrives in the country, it is the second time that they have to bring that news, so they bring it in a more muted and I think appropriate way, but you can only do that when you prepare the scene for that. Quand vous avez préparé la scène pour ça, M. Van Ranst se croit sans doute à Broadway, dans une comédie musicale. And then you have to say, okay, well, we will have H1N1 deaths. Of course, that would be unavoidable. I used there Sir Donaldson's quote where he said that in the UK, by the peak of the epidemic, 40 people would die per day at the end of the summer. So 62 at that time million people in the UK, 40 deaths a day. I worked that out for Belgium. That would be 7 deaths a day at the peak of the epidemic. I used that in the media. 7 Belgian flu deaths per day at the peak of the epidemic would be realistic. That is true in every year, even interpandemically. That is very, very conservative. However, talking about fatalities is important because when you say that, people say, wow, what do you mean? People die because of influenza? And that was a necessary step to take. And then, of course, a couple of days later, you had the first H1N1 death in the country. And the scene was set and it was already talked about with that. I went to the first couple of funerals. You have to be very quiet, sit in the back, but it shows that you care, and I think that was, at that time, quite important. Et Van Ranst passe un cran au-dessus, et Van Ranst va dépasser toutes les limites,
il va utiliser la peur de la mort pour convaincre. And then you had to pick who is going to be vaccinated first. And then, well, women and children first, whatever. I mean, risk groups, they were important. And then I misused the fact that the top football, soccer clubs in Belgium inappropriately and against all agreements vaccinated they made their soccer players priority people. So I said I can use that, because if the population really believes that this vaccine is so desirable that even the soccer players would be dishonest to get their vaccine, I said, okay, I can play with that. So I made a big fuss about this. This is Van Ranst is raving mad. But it worked, and actually these vaccination campaigns by the GPs went really, really well. In a number of weeks, everybody could be vaccinated. That's still a fairly relevant portion of the pandemic. Well, it worked fine in Flanders. So you know Belgium, it's a complicated country, and this is the vaccination coverage. And you could see Flanders did really well. I did as many interviews in French than in Dutch. However, in the Flemish part of the country, we listened to the Flemish media. In the French-speaking part of the country, they equally often listen to or watch the French television, where all kind of other messages were coming across, and that was really polluting the vaccination campaign in. The reality is that corruption in global health is an open secret. Everybody knows about it, but nobody wants to talk about it. So the task to work against corruption is an urgent task. Corruption is the biggest threat for the future in global health. And we're not talking about it when corruption is the worst pandemic, because it is the ignored pandemic.